Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Raccord Nu, le livre, le 4e épisode de la nouvelle campagne impériale. Puisque le livre va sortir très prochainement en français, je me disais que c'était peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur le livre que j'ai à présent pour vous préparer un petit peu et savoir ce que vous allez découvrir. Donc on a une couverture que moi j'aime bien personnellement, qui est le travail de Ralph Horschy, qui est l'un des illustrateurs phares, notamment de la seconde édition, et qui a repris son travail sur la majorité des couvertures de la 4e. Donc oui, je couvre mes livres en général, j'aime bien, c'est toujours important. Donc je vous dis, c'est assez intéressante parce que généralement c'est quand même des gros morceaux de bravoure sur les couvertures, et là on a plutôt un esprit d'ambiance avec une balade en fait à travers les montagnes du milieu. Vous remarquerez aussi, si vous regardez bien les couvertures, qu'à chaque volume de la campagne impériale, Morslip devient de plus en plus grosse. C'est un petit détail que j'aime bien. Donc on commence, et ça c'est assez fort, je trouve, par donc une brève introduction, mais surtout en une page, il y a l'intégralité du synopsis de l'aventure. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être, qui devrait être imposé par la loi pour toutes les campagnes de jeux de rôle, pour tous des ouvrages comme ça, à savoir un truc hyper concis d'une page qui va vous résumer tous les chapitres. Et en gros, comment est-ce que vos joueurs vont être pris dans l'aventure, qu'est-ce qui va leur arriver, et jusqu'au grand final. Donc l'histoire, en un mot comme en mille, pour la résumer, c'est assez simple. C'est, comme vous le savez, le 4e opus est basé, en fait, c'est un remplacement par rapport au très très vieux scénario dans la première édition qui s'appelait Quelque chose de pourri à Kislev. Quelque chose de pourri à Kislev avait été conçu par Ken Rolston comme étant une histoire indépendante qui avait été greffée, un peu de force, faut avouer, dans la campagne impériale. Mais à l'origine, il y avait un petit scénario qui impliquait les Skaven qui devait être utilisé. Ce scénario n'a pas été utilisé avant 15 ans plus tard. Dans la 2e édition, c'est devenu Terror à Talabheim. Mais je suppose que les scénaristes à Cubicle 7 se sont dit, bon, on va quand même essayer de retrouver les Skaven et les intégrer dans tout. Donc ce qui se passe, c'est que ça se passe à peine une semaine après la fin du pouvoir le trône, le Karl-Heinz Weissmeyer a été défait, la main pourpre de Middenheim est en fuite, et le Graf s'est remis. Et le Graf commissionne Ulrich Schutzmann, le capitaine de la garde, pour créer une commission spéciale qui s'appelle le Kittum. Donc le Kittum, c'est Commission for Investigation of Threats Unknown to Middenheim. Donc c'est en gros une commission pour enquêter sur les risques, les menaces inconnues à Middenheim, à savoir notamment la main pourpre, mais potentiellement autre chose, à savoir les Skaven plus tard. Et évidemment, Kittum, c'est un jeu de mots parce que ça fait penser à Kitty, qui est chaton, et vous poursuivez des rats, quoi. Donc il monte à l'origine cette petite commission, donc il engage les joueurs forcément, parce qu'il fait pas confiance à la garde, il se dit il y a que des mecs qui ont été corrompus ou payés par la main pourpre, et votre but au début c'est de dégommer les reliquats de la main pourpre, à savoir la main pourpre, il y a toujours 3 ordres, il y a l'Ordo Horribilis, qui est les magiciens, les sorciers, donc c'est Weissmeyer, il y a l'Ordo Impedimentiae, donc ça c'est comme Castor Liberum, c'est les gens qui fournissent l'argent, et ensuite il y a l'Ordo Noviciae qui donne les nouvelles recrues, et à l'inverse qui fait les retraits de personnes qui ont envie de se barrer. Donc il reste 2 maîtres de branche qui sont encore à Middenheim, et ça va être leur chasse, leur poursuite, va être l'essentiel du premier scénar. Enfin, la première partie. À la fin de cette partie-là, on s'aperçoit que il y a un mec qui est arrivé qui s'appelle le Vizir Bar, qui veut prendre la place de Weissmeyer et réformer la main pourpre de Middenheim, potentiellement voulant m'empêcher, mais vous apercevez surtout que ce mec-là, il avait des contacts avec les Skaven. Ce qui explique un passage dans le pouvoir le trône, où il y a vous êtes dans l'auberge où vous résidez, qui s'appelle les Bras du Templier, je crois, et au milieu de la nuit, il y a une prise d'otage, il y a des Skaven qui viennent prendre en otage, en fait, l'aubergiste pour voler une carte qui est sur le mur. Cette carte est très importante dans ce scénario-là, et vous êtes aidé notamment par Golgoth l'ogre, et Erina Eberhauer, je crois, qui est la sœur de la sous-magicienne en chef de Middenheim, qui a un rôle à jouer aussi dans la campagne. Et après, bon, ça, on n'en parle plus. C'est juste que ces Skaven-là vous donnent accès, en fait, à un petit papier, une poupée, qui vous dit que grosso modo, c'est marqué « Au secours, je suis enlevé par les hommes bêtes ». Et en fait, c'est la nièce du maître de loi que Weissmeyer fait chanter, qui a été kidnappée par les Skaven, pour le compte de Weissmeyer, par l'intermédiaire du Vizir Bar, qui joue un petit peu les entremetteurs. Et ça, c'est un peu énoncé là-dedans, et c'est vrai que c'est un aspect qui est pas si mal, c'est qu'ils ont quand même bien réussi à complimenter
les deux scénarios. Donc vous dégommez concrètement les gens qui restent de l'ordre de la main pourpre et vous apercevez qu'il y a des Skaven. Et il y a une suite de petites histoires que je vais énumérer très rapidement, qui vous amène à dire, bon, bah, il y a vraiment une conspiration de Skaven, il y a quelque chose qui se passe au niveau du fort des Reins dans les montagnes, vous continuez vos enquêtes, vous apercevez qu'au fur et à mesure, bah oui, il y a de plus en plus d'éléments qui vous laissent à penser que les Skaven ont pris un ancien Karak nain au milieu des montagnes, et qui vont utiliser un canon pour tirer sur Morslib avec de la Malpire. Et bah forcément, il faut les en empêcher. Donc je vais continuer, on verra ça au fur et à mesure dans tous les cas. Donc truc pas mal, c'est qu'en fait on commence pas par le scénario vraiment. On commence par des éléments de jeu clés qui pourront vous aider. On a notamment une description très succincte des Skaven, donc en une page, qui est un exercice en soi, mais qui est pas si mal, parce que généralement les jeux peuvent être très verbeux, et là vu qu'ils n'ont pas beaucoup de texte, de place en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre, les Skaven sont décrits en une seule page, c'est très très bien foutu. Il y a une grosse page sur les différents profils de Skaven, une deuxième sur les armes qu'ils utilisent, notamment des canons des pistolets ou des canons avec de la Malpire, et éventuellement les autres adversaires que vous aurez, donc c'est facile, il y a des bandits et des cultistes de la main pourpre, et surtout des cultistes du Croc jaune. Donc le Croc jaune, c'est une faction qui a été introduite, si je dis pas de bêtises, dans la seconde édition. C'est un culte de cyniques qui considère que la fin est proche, et qu'il faut servir les Skaven par intérêt en fait. Donc c'est juste des mecs un peu blasés, mais qui gagnent plus ou moins des pouvoirs, et surtout un contrôle sur la magie Skaven à haut niveau. Et enfin, l'élément de jeu qui est le plus important, je pense, à ce niveau-là, c'est le déni de l'existence des Skaven. Donc en fait, vous connaissez l'adage « No such thing as Skaven », donc les Skaven n'existent pas, qui se rapporte à l'histoire de Warhammer, à savoir que environ 2 siècles avant, il y a eu les Skaven ont attaqué en fait en masse directement l'Empire, et donc l'Empire s'est défendu très très bien. Il y avait notamment Manfred, tueur de rats, qui était le grave de Middenheim qui est devenu empereur. Et les Skaven se sont dit, c'est pas la bonne manière de procéder, donc maintenant on va se cacher. On va répandre des rumeurs comme qu'on n'existe pas, et on va rester sous terre. Et peu à peu, lentement mais sûrement, les humains ont cru que les Skaven n'existaient plus. Et votre but, dans ce scénario, c'est justement de faire croire aux gens, de persuader les gens importants humains de Middenheim que les Skaven existent, qu'ils sont une menace. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous avez un compteur de preuves qui a 3 niveaux. C'est j'y crois pas trop, et les Skaven n'existent pas. Si vous jouez mal, en gros, dans tous les scénarios, donc vous laissez que les Skaven se débrouillent pour brûler les preuves, les Skaven ne sont pas arrêtés, ou vous n'avez pas de corps à montrer ou quoi que ce soit, vous serez dans le cas où les gens ne croient pas aux Skaven. Et donc les Skaven et leurs alliés auront beaucoup plus de chance et de simplicité à naviguer simplement à travers Middenheim, et le final va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. A l'inverse, si vous êtes excellent, que vous arrivez à prouver aux graves, aux forces en présence, aux maîtres de loi, que sais-je, que effectivement les Skaven existent, vous aurez du renfort, et en plus, les Skaven seront affaiblis, parce que leurs cultistes auront été trouvés, ils auront moins de matériel, ils seront plus stressés, et ça va vous aider pour la fin. Vous comprendrez tout ça en temps venu. Et ensuite, vous avez donc carrément, mais c'est assez impressionnant, ils ont fait une liste qui n'est pas gradée sur 3, mais qui est gradée sur 6 niveaux de croyances dans les Skaven sur tous les PNJ importants du Racornu, et forcément du pouvoir d'aller au trône, parce que techniquement, c'est pas un scénario indépendant. Vous êtes censé le jouer juste après le pouvoir d'aller au trône. Les PJ sont censés être quand même des gens assez importants maintenant, à respecter. Ils ont sauvé la vie du Graphe, ils sont peut-être champions du Graphe, et ils ont pas mal de contacts. Mais hélas, comme je dis, la majorité des humains ne croient pas aux Skaven. Et les gens qui croient pensent que les Skaven sont juste des mutants. Donc en fait, c'est assez simple, le système il est le suivant. Si vous êtes nain ou elfe, tous les nains et les elfes, ils croient aux Skaven, ils savent que les Skaven existent. Les hobbits un petit peu, mais pas trop. Les magiciens, ils s'en doutent, comme les prêtres. Par contre, tous les militaires, etc., ils disent que c'est juste des mutants ou que les Skaven n'existent pas tout court. Et généralement, le overwhelming denial, donc les gens qui n'y croient pas du tout, c'est tous les nobles du palais, forcément. Donc ça va être à vous vraiment de jouer, parce que même par exemple Ulrich Schussmann, il croit que les Skaven n'existent pas, qu'il y a juste des mutants avec des têtes de rats, quoi. Donc il y a du boulot à faire. Pour les convaincre, c'est assez facile, vous leur amenez des preuves, qui va donner un modificateur sur votre jet de charme, et vous faites un jet de charme pour leur faire croire que les Skaven n'existent pas. Enfin, que les Skaven existent, justement. Pardon, lapsus. Je suis déjà dans la conspiration. Et c'est quand même... c'est pas si... Enfin, vraiment... Après, vous le jouez, faut être malin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de règles? Si vous leur apportez un cadavre de Skaven, si vous leur apportez des preuves hyper compromettantes, faut la jouer logique, c'est pas non plus... Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même... très rapidement, vous pouvez deviner que les nains, les égoutiers,
les elfes et éventuellement les gens qui sont aventurés en Estalie ou en Antilles savent que les Skaven existent, donc vous avez quand même un paquet d'alliés qui sont déjà dans la croyance avec vous. Ma grande théorie étant, alors je me permets, je me fais ma grande théorie, c'est que, comme vous le savez, Warhammer, c'est un jeu de rôle qui a été inventé dans les années 80 par des gens qui étaient plutôt d'inclinaison punk, plutôt rock, plutôt contre-culture, enfin des gens qui ont grandi dans les années 80 à Londres et à Nottingham, enfin et plus tard à Nottingham. Et je pense, et pas mal de charlots, il y avait des mecs, je sais que Carl Sagan par exemple, c'était un sacré craqué, enfin c'était un mec qui poursuivait, je crois qu'il avait fait des études sur la possibilité en fait de pouvoir psychique. C'est pas des conneries, il avait vraiment un truc où il essaie de tenter le vrai du faux sur la possibilité des pouvoirs psychiques. Il avait une chaire, je sais plus, dans une université d'Angleterre, et il a disparu quasiment pendant 10 ans. Je crois qu'il a eu un grand accident, mais c'était enfin voilà, c'est des mecs assez craqués, quoi, assez uniques, comme Greg Stafford et tous ces gars-là à Chaosium, c'est pas très différent. Et je pense que les Skaven, puisqu'il y a beaucoup de références à la vie politique et sociale britannique, notamment je pense à l'impératrice folle Margaret, qui curieusement est arrivée sur le trône en 1919, donc ça correspondrait avec forcément Margaret Thatcher. Et donc je pense que les Skaven, à mon avis, c'est une référence aux fascistes en Angleterre, parce que le fondateur du parti fasciste s'appelait Maudsley. C'est un personnage qui est très sombre, qui est connu pour être vraiment... voilà, ce qu'il y a de pire en fait, c'est un peu notre Le Pen, voire Poujade, voire pire que ça à eux. Et Maudsley, ça fait penser à Mouse. Il y a aussi l'idée que on vous dit que les Skaven, ils attaquent toujours dans la pénombre, personne ne les croit, que dès qu'ils sont en position de force, ils s'en vont. Et donc, il y a aussi une de leurs unités qui est appelée Storm Vermin. Moi, je pense que c'est évident qu'il y a un truc, quoi. Pour moi, en tout cas, mais bon. C'était ma petite théorie, je ferme l'aparté, vous accepterez ou non, c'est pas très grave. Et ensuite, donc une fois que vous avez un peu le panel sur le Skaven Denial, donc sur le fait que les Skaven existent ou pas, on fait une piqûre de rappel sur ce qui se passe dans le reste de l'Empire, avec notamment les potentiels points chauds, donc avec le Reichland, je rappelle Uberstrike, le Norland qui veut devenir indépendant, l'Averland qui se fout sur la gueule avec son voisin, je crois, et le Talabekland et l'Ostland qui se détestent, parce que je rappelle que le prince de l'Ostland a été tué dans une opération dans des montagnes, et donc l'Ostland pense que c'est le Talabekland qui est responsable de tout ça. Donc voilà, c'est un peu le foutoir, mais c'est pour préparer vraiment le dernier chapitre, ça. Donc après, si vous jouez le dernier chapitre, c'est pas mal de refaire une piqûre de rappel. Et sur un bref chapitre, un bref paragraphe, on vous explique aussi qu'est-ce qui se passe depuis que depuis que le Craft Bringer a récupéré après la fin en une semaine. Et sinon, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de commencer le scénario comme une aventure indépendante. Personnellement, je ne le conseille pas, mais ils vont en parler un petit peu plus tard, donc c'est pas mal. Il y a une chronologie de tous les scénarios à jouer dans Middenheim, puisqu'en fait, quand vous commencez à Middenheim, vous avez devant vous 7 ou 8 jours max, mais vous pouvez varier avant que le graphe vous donne une audience pour avoir les résultats de la Kitum, donc savoir ce que vous avez fait avec la main propre, savoir cette histoire de Skaven, si c'est vrai ou pas, etc. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, un peu plus profonde, mais bon, en une page, ça tient très bien aussi. Les rumeurs, je m'attarde pas dessus. Et on rappelle en fait les factions, donc ça c'est vraiment pour le MJ, c'est-à-dire qu'il y a la main pourpre, avec les Ordos, il y a la main pourpre d'Aldorf, qui a un rôle très important dans le dernier chapitre. Dans les Skaven, donc il y a vraiment le gros bad guy, comme je disais, c'est un ingénieur qui s'appelle Mace Ransack, donc c'est lui qui a mis en place le canon à Karaxkig. Il y a le clan Mange, qui sont en fait les dindons de la farce, qui sont un petit clan mineur qui va être manipulé par Maïs Ransack en leur faisant croire monts et merveilles, en leur disant va attaquer le fort d'airain, fais ci, fais ça pour mon compte, alors qu'en fait il veut juste les sacrifier. Ensuite il y a sous Middenheim, donc ça c'est moins important en fait. Sous Middenheim c'est les Skaven de Middenheim, mais ils n'ont pas un rôle très important à jouer, à part que ils déplacent des pions, ils aiment pas le clan Mange et compagnie, et Sneakit, la bande de Sneakit, c'est les mutants dont je parlais qui ont attaqué c'est des mercenaires en fait, qui ont attaqué l'auberge dont je parlais. Et ensuite il y a le Croc Jaune, plus important, qui sont les cultistes humains des Skaven. Il y en a quelques-uns qu'il faut connaître, en gros Reynamus qui est la chef des Seaward Jack, dont des égoutiers. Il y a le docteur Lindworm qui lui est un mec qui va pousser la propagande contre les chats et qui va essayer de discréditer une professeure qui veut prouver une autopsie de Skaven, et bon, le reste, vous les verrez, mais il y en a quelques-uns. Il y a des mecs dans la guilde des ratiers, il y a des gens à droite à gauche, donc il y en a 7 ou 8, plus d'autres qui sont pas nommés, mais c'est intéressant de les connaître, parce que ça rajoute quand même une couche
Toulouesque, j'ai envie de dire, à Warhammer. Ensuite, on a un autre chapitre d'aide, donc ça c'est Reynamus, donc je rappelle, hein, c'est une Seaward Jack, elle a un pouvoir qui fait qu'elle devient invisible, enfin pas invisible, mais on la remarque pas dans les foules, donc elle est très difficile à trouver, et en plus c'est une sorcière, donc c'est un PNJ très très costaud, qui peut vous foutre dans la merde si vous allez dans les égouts. Et ça tombe bien, parce que les égouts, il y a peut-être des chances que vous y alliez, et c'est pour ça que ce chapitre a été créé. En gros, on vous explique qu'il y a quatre couches sous Middenheim. Il y a les égouts, donc ça vous connaissez. Il y a les tunnels supérieurs qui sont habités et préservés par les nains. Il y a les tunnels inférieurs qui ne sont pas vraiment utilisés par les nains, mais qui ont été construits il y a très très longtemps. Et ensuite, il y a sous Middenheim, qui est la cité Skaven. Et on vous dit qu'il y a différents niveaux de difficulté, différents niveaux de rencontres, selon où vous allez. Normalement, si je dis pas de bêtises, vous ne devez pas aller plus loin que les Upper Tunnels en forcé dans le scénar. Vous pouvez si vous voulez, mais le scénar n'a pas besoin. Je crois qu'il y a une aventure qui vous amène là-dedans. Et faut pas, si vous allez plus bas, bah, c'est très très compliqué parce qu'il faut toujours penser à revenir derrière. À titre d'exemple, moi, mes joueurs, ils ont fait qu'une seule sortie là-bas. J'ai fait tirer 2 rencontres et ils étaient quasiment morts. Donc faut faire très très gaffe parce que les Skaven sont ils sont pas très forts, mais ils ont des technologies, ils ont des talents en fait quand ils bossent ensemble qui font qu'ils peuvent être assez vénères. Donc vous avez des jets de difficulté pour vous expliquer plus ou moins les difficultés, sachant qu'en plus si vous n'avez pas de ratier, si vous n'avez pas de guide, là c'est la catastrophe, hein. Parce que là quand les jets d'orientation commencent à être ratés sous terre, bah, ça veut dire que vous balancez tout ça, qui peuvent être potentiellement des accidents, en fait des rencontres, et si vous lisez, il y a quand même 3 pages d'accidents, c'est pas rien, quoi. Et ça va des poches de gaz, aux patrouilles Skaven, aux renforts Skaven aussi, qui peuvent vous tomber sur la tronche, des bestioles hostiles. Et mon préféré, c'est bien sûr, c'est la source de Gur. La source de Gur, c'est la poche de vent marron qui est sous la flamme éternelle. Là, c'est pas précisé, mais techniquement, si vous lisez le compagnon du pouvoir de trône, il y a quand même, c'est le bouquin sur Middenheim, on vous explique qu'il y a quand même un élémentaire, les carisseurs sanguinaires, qui est là-dessous, quoi. Donc bon, voilà. Et enfin, donc, on a le chapitre en soi-même, le scénario, le raccord nu. Je trouve que cette illustration est absolument magnifique. Donc vous avez le Moonbreaker, donc Brise-Lune, qui est le canon qui est inventé par les Skaven, les esclaves humains qui ont été kidnappés par les Skaven et qui sont fortement mutés parce que c'est de la malpierre, et les Skaven qui sont en train de les fouetter. Donc on commence, le premier chapitre c'est le plus simple, c'est plus un chapitre d'appoint, c'est pas tellement un truc à faire jouer, mais c'est des éléments de jeu qui vont arriver très vite, à savoir que comme je disais, le bon docteur Lazaro Lindworm va dire, il va réussir à convaincre les bonnes gens de Middenheim et la guilde des ratiers avec ses agents que en fait c'est les chats qui colportent des maladies terribles, et donc que les ratiers doivent tuer des chats. Donc vous avez l'illustration là, en gros les ratiers se mettent à tuer des chats, et donc les Skaven sont très contents. Et c'est à vous de déterminer ce qui se passe. Donc il y a plein de trucs ubuesques, il y a des coiffeurs, il y a des barbiers coiffeurs qui achètent des boyaux de chat pour faire des potions, enfin c'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Et en fait le final de ça, c'est qu'en fait quand vous discutez avec Schutzmann dans son bureau, il vous dit mon chat est mort, mon chat il a dévoré un truc et il est tombé malade et puis il est mort. Et en fait le chat a bouffé un acoustic kitty, donc une sorte de rat qui est utilisé comme un petit espion. Et donc Isransak, le méchant, a remis un acoustic kitty qui se cache dans la bibliothèque de Schutzmann, et c'est à vous, à chaque fois que vous allez voir Schutzmann, vous avez un bonus pour sentir la pourriture, parce que c'est un rat à moitié mort. Si vous le trouvez, ça vous fait un indice, et Mansak n'a plus d'espion. Si vous le trouvez pas, potentiellement, Isransak va vous écouter, et sera tout ce que vous savez. Donc c'est pas un très bon feeling. Ensuite, donc ça c'est une page essentiellement donc pour les gens qui veulent faire le scénario en indépendant. Donc on rejoue l'attaque de Sneaky sur l'auberge. Et sinon après, donc il y a le briefing avec Schutzmann sur la commission, je vous passe les détails, en grosso modo il vous recrute, vous n'avez pas beaucoup d'argent, enfin vous avez une paye qui vous est donnée chaque semaine, des tabacs, quelques armes rouillées, et puis démerdez-vous, quoi. Ensuite, donc, il y a des petits teasings, des petites histoires, des accroches, notamment il y a les nains qui viennent pour dire, il y a des espèces de krakos qui sont venus me voir, qui ont volé des barils de poudre, donc je les ai butés, et on s'est aperçu qu'il leur manquait des dents. Ils ont tous je crois que c'est une molaire qui leur manque, et c'est le signe de reconnaissance des gens du Croc Jaune. Et en fait, c'est parce que le Croc Jaune pique des barils de poudre pour l'effort de guerre plus tard. Enfin, en gros, il creuse des mines avec de la warpstone, donc de la malpierre, pour arriver dans des villages aux alentours du Middenland, et ils kidnappent les gens. Et une fois qu'ils ont kidnappé les gens, ils mettent de la poudre partout pour faire péter les mines, pour cacher en fait leurs traces. Et ensuite, donc, on arrive à la première grosse histoire, l'Ordo Impedimentiae. Donc, comme je disais, le but de la Kitum, donc de la commission de Schutzmann, c'est de traquer les gens qui restent de la main pourpre. Donc, on a l'Ordo Terribilis, on n'en parle pas, donc normalement Weissmeyer il est down,
Je rappelle, Weissmeyer n'est pas censé être mort. Hein. Weissmeyer, il disparaît, mais il n'est pas mort. Ça, c'est important pour le dernier chapitre. Et donc, il faut aller choper le chef de l'ordre Impedimontiae, qui était une sorte de comptable qui bossait au palais, qui bosse pour Sparsam. En fait, dit « Oh merde, je vais me faire choper ». Donc, il prend ses clics et ses claques, il dit à sa femme et à son gamin « Vous m'attendez dans 2 jours dans tel bourg », et il commence à mettre ses affaires en ordre. Donc, il recrute des mercenaires, il brûle les bâtisses et toutes les planques de la main pourpre, et potentiellement, il va se casser en 2 jours. Et donc, vous devez remonter la piste pour le trouver et l'arrêter avant qu'il se casse, quoi. Ça, c'est un truc rigolo. Il y a des codes qui sont mis, des codes en fait de la main pourpre, il y en a 3-4, que vos joueurs pourront déterminer plus tard quand ils auront trouvé un autre PNJ. Voilà, donc on vous propose une rencontre à la fin, mais vous n'êtes pas obligé, hein, avec justement le chef de l'ordre Impedimontiae, avec Carlsbad, je crois, ici avec des mercenaires. Et donc Carlsbad, comme je disais, donc le chef de l'ordre Impedimontiae, qui est quand même un sorcier, qui est assez costaud, il a une sorte de tentacule qui crache des flammes, il peut invoquer des flammes colorées très méchantes, donc ça vous avez des preuves, hein, plutôt, vous savez que ça va arriver, parce que quand il a incendié les bâtiments, les gens disaient mais les flammes elles dansaient, riaient. Petit point quand même précisé, il y a une forte augmentation de la difficulté des rencontres de combat dans ce chapitre. Par rapport au premier, deuxième et troisième tome qui sont à peu près similaires au succès en termes de difficulté, là il y a vraiment un step-up. Carlsbad il est beaucoup plus costaud que les pas les Weissmeyer, mais en gros que les rencontres que vous faites dans le pouvoir et que dans Mordor Lorek. C'est pareil pour les flammes, donc voilà, faites un peu gaffe, les mecs sont sont quand même plus costauds qu'avant. Voilà, et donc voilà, potentiellement, donc s'il se casse, il y a des conséquences négatives. Si vous arrivez à le tuer, c'est tout bon. Ensuite, il y a le traître. Donc le traître, c'est le chef de l'Ordo Noviciae, donc la personne qui recrute des gens dans la main pourpre, qui, bon, déjà il a les boules pour sa vie, mais en plus il avait des états d'âme, parce que finalement c'est un mec qui est plutôt sympa, hormis le fait qu'il bosse pour un culte, enfin bref. Et donc il a des regrets, et ces regrets lui disent, écoute, finalement je vais me rendre. Donc super, il va se rendre, il n'y a pas de souci. Sauf que au moment de se rendre, il était kidnappé par l'un des Low Kings, donc l'un des seigneurs de la mafia de Middenheim, et vous savez pas lequel. Donc il faut que vous alliez le retrouver. Quand vous le trouvez enfin, vous apercevez qu'il a réussi à s'échapper, parce que ça reste un sorcier. Donc il a invoqué un truc pour se barrer, et il a tué des gens dans la foulée. Et pas de bol, il y a une autre faction qu'il cherche, forcément, c'est les restes de la main pourpre. Donc son second, en fait, veut le tuer. Donc vous avez des mafieux, vous avez des cultistes, et vous avez le bon Yarmund au milieu à trouver, qui se planque dans une chapelle de Shalia, pour lesquelles il faisait une donation. Donc c'est assez rococo, hein, faut y aller, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Il est évident que c'est très très important car Yarmund reste en vie, parce qu'il va vous filer plein d'infos, notamment sur le vizir Bar, qui veut reprendre la main sur la main pourpre, et aussi il vous donne le code, il vous donne plein d'informations, et il peut vous expliquer comment marche la main pourpre, il peut vous expliquer qui était Castor Liberung, il peut vous dire qu'il y a quelqu'un de très puissant à Altdorf qui gère la main pourpre d'Altdorf, qui avait une main d'Orf à Nuln aussi, qui existe toujours, des éléments qui peuvent vous aider dans le dernier chapitre. Et voilà, quoi, grosso modo, donc vous avez enfin, comme vous voyez, vous pouvez déchiffrer le code secret. Et ensuite, il y a la dernière partie de l'Ordo Terribilis, à savoir aller affronter le vizir Bar. Donc vous avez une enquête, encore une fois, avec des pigeons mutants, j'en passe et des meilleurs, qui vous amène dans un entrepôt fortifié au fin fond des bas quartiers de Middenheim, donc il y a des enquêtes à faire, hein, vous pouvez vous allier avec les sous-rois, avec je sais pas qui. Il est assez vénère, il y a un chien démon notamment que j'ai fait jouer, qui a failli tuer 2 joueurs, enfin c'était très très violent. Il a des morts vivants, et quand vous arrivez, en fait, vous avez la possibilité de l'affronter. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez rapide, il se barre, parce qu'il a un tunnel souterrain en lien avec les Skaven. Je rappelle que le vizir Bar, justement, c'est celui qui a créé la relation que Weissmeyer avait avec les Skaven. C'est notamment lui qui a permis le fait que les Skaven tuent le prince couronné Von Tassenik, donc le prince de l'Ostland, dans les montagnes du milieu, je crois, je sais plus où. Et aussi, il y a un petit message codé. Ce message codé, c'est de la part de Brunhild, comment ça s'appelle ? Ouais, c'est Brunhild Kaglish. Donc c'est Brunhild Kaglish, donc qui était l'âme damnée de Weissmeyer, qui était un agent un peu plus libre et qui dit j'ai pas confiance dans les hommes. Enfin, j'ai donné la petite fille aux hommes rats, mais j'ai pas confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites, Bar, quoi, grosso modo. Donc c'est pas mal, parce que ça refait un lien avec le 3e chapitre. Donc si vous avez tué Bar, c'est tant mieux. Si Bar se fuit, par contre, vous êtes dans la merde, parce que ça veut dire qu'il va rejoindre Maïs Ransak dans le chapitre final. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Toutes les personnes qui sont liées au Croc jaune, donc les sectateurs
des Skaven, s'ils ne sont pas morts, s'ils ne sont pas neutralisés, vous les retrouverez à la fin dans le dernier chapitre, et ils sauront qui vous êtes, parce qu'ils vous ont déjà vu. Donc, ça augmente la difficulté du chapitre final. Ensuite, on passe à un chapitre qui est très rigolo, que moi j'aime beaucoup, qui est en fait centré autour du dernier fils Wittgenstein, donc rappelez-vous, qui est venu vivre sa vie à Middenheim, et qui se fait passer pour le chef de la guilde des marchands, parce qu'il a été mis en place par l'ancienne femme, la morte du Graf, qui était elle-même une sectatrice de Slaanesh. Et donc, il disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que les Skaven, dans leur grande intelligence, donc je rappelle, Maïs Ransack, il veut tirer sur Morslib. Et le problème de Morslib, c'est que c'est très compliqué de déterminer sa position, parce que c'est une lune qui est erratique, par définition. Donc il s'est dit, mais attends, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire qu'il y avait un type, il y a très très longtemps, au niveau du Reich, qui avait réussi à trouver un gros morceau de météorite, et qui avait fait des études astronomiques. Forcément, si vous avez joué à Mort sur le Reich, ça vous rappelle quelque chose. C'est l'ancêtre de Pépère. Et donc le Maïs Ransack, il a dit, bon bah, il a envoyé des mecs pour piquer la Malpierre. Ça, c'est la fin du Mort sur le Reich. Et maintenant, il se dit, mais attends, parce que cette grosse pierre va être utilisée en fait pour tirer dans le canon. Et il se dit, bah du coup, le fils, enfin l'arrière-petit-fils, il en sait forcément autant que son ancêtre sur les perspectives astronomiques de Morslib. Et en fait, c'est complètement faux parce qu'il est con comme un balai. Mais ça les empêche pas de le kidnapper pour qu'il leur donne les carnets de son arrière-grand-père. Donc il disparaît. Et ce qui se passe, assez rigolo, c'est que y a des cultistes de Slaanesh qui sont persuadés que c'est les joueurs qui ont kidnappé ou tué Wallenstein. Et donc, ils vont vous faire chier. Ils sont pas forcément méchants, enfin pas au début, mais ils vont vous faire chier jusqu'à ce que vous le trouviez. Donc, il y a un moment, ils vous disent, bon, faut peut-être qu'on enquête quand même sur la disparition de Wallenstein. Et donc, c'est ce que je vous rappelais, c'est qu'en fait, il a été kidnappé par des mecs du Croc Jaune qui l'ont foutu dans les égouts. Et les Skaven l'ont récupéré. Donc, c'est l'un des seuls moments où vous devez vraiment descendre au fin fond des souterrains, enfin des égouts. Mais bon, voilà, et j'aime beaucoup, il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'à la fin, quand vous le trouvez, vous pouvez être salaud et lui dire, on a tué toute ta famille. Et au début, il va être en colère, et puis il va réfléchir 5 secondes, il va dire, mais en fait, c'est super, parce que ça veut dire que je suis le seul héritier. C'est complètement débile. Et vous trouvez différents objets, donc notamment une carte, qui est pas super utile en soi, mais qui indique effectivement un triangle, où vous voyez d'un côté, là où la météorite est tombée, un autre où là où c'est le comte Tassoni qui a été tué, et au milieu en fait du triangle, c'est là où il y a le Karakskig. Et sinon, il y a une peau de bête qui vous indique potentiellement qu'il va y avoir un missile qui va être tiré. Voilà, donc je vous conseille de le garder en ville quand même, de le mettre en prison. Ensuite, le cover-up, donc le cover-up, c'est, je parlais plus tôt, il y a une autopsie qui va être prévue par une professeure émérite du Collegium Theologica, mais l'autre professeur, qui est un agent du Croc Jaune, va remplacer le corps, vous voyez, par un Ungor, un truc de paille absolument dégueulasse, pour jeter le discrédit sur le bon professeur. Et c'est à vous, en fait, d'enquêter pour comprendre ce qui se passe et comment rétablir la vérité. Et ce qui se passe, c'est grosso modo, les assistants de la professeure sont dans le coup et sont des sectateurs du Croc Jaune. Ensuite, dernière partie dans cette histoire, donc la première grosse partie avec la commission, des vols mystérieux. Il y a des vols en lien avec des objets de Skaven à travers toute la ville. Dans les bibliothèques, des peintures, des compositions tyléennes qui racontent des histoires avec des Skaven, et surtout le casque de Manfred Tuerdera. Donc vous avez des chevaliers panthères qui viennent vous chercher, qui vous disent, écoutez, tout penaud, qui disent, vous allez fermer votre gueule, vous venez avec nous, et vous allez résoudre ces problèmes. Enfin, vous allez résoudre ce vol et retrouver le casque. Donc vous avez un fort incentif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prêtre consacré de Ranald qui a été manipulé par des adeptes du Croc Jaune, qui sont des étudiants de la ville, pour voler ces objets. Et quand il a commencé à voler ces objets, donc ce Bors, en fait, il a perdu ses pouvoirs. Et il ne sait pas pourquoi. Donc c'est aux joueurs de faire les liens, de rencontrer Bors, et de retrouver les fameux étudiants pour les affronter, et retrouver la planque, le coffre, où ils ont caché les objets. Je vous conseille de réussir encore une fois, parce que sinon vous perdez le coffre, c'est un peu dommage. Et vous trouvez parmi les objets cette map, cette carte qui est une fausse piste en fait, où c'est marqué « Cristal d'immortalité est ici ». Ça pointe vers le Fort d'Airain. Alors le Fort d'Airain n'est important que de manière parcellaire, mais il n'y a pas de cristal d'immortalité. En gros, c'est un truc bidon qu'a créé Maïs Ransack pour manipuler le clan Mange, pour qu'ils aillent se casser la gueule, comme vous allez le voir, contre le Fort d'Airain et les champions de Nurgle qui sont dedans.
Et enfin, donc c'est pas vraiment un chapitre, mais c'est plus une rencontre. On vous dit qu'il y a des assassinats qui se produisent. En fait, le clan Ishin a recruté une sorte de ninja pour assassiner des gens qui en ont trop vu ou qui en savent trop. Donc c'est un voleur qui est tombé sur un Skaven, c'est quelqu'un qui essaie de rénover le système des égouts, et ainsi de suite. Et vous commencez à établir un pattern, à chaque fois que vous trouvez les autopsies dans le jardin de mort, que le gars, ils ont tous tué par une sorte de shuriken, qu'ils étaient tous, c'est bizarre, en train d'enquêter sur des trucs qui étaient liés au Skaven, et vous trouvez cette carte. Et cette carte vous indique que, en fait, c'est la carte qui a été piquée à l'assassin, où il a raturé les gens qu'il a tués, mais il y a encore une marque qui n'est pas raturée, et ça correspond à la maison de la professeure, dont je parlais plus tôt. Donc votre but, c'est de défendre la professeure contre ça. Et ça, c'est très costaud. C'est un maître assassin qui a des stats de malade mental, et le seul avantage que vous avez, pour le contrer, c'est qu'en fait, son seul objectif, c'est de tuer la fille, de tuer la professeure. Donc si vous êtes malin, vous cachez la professeure, et vous la prenez avec vous pour l'escorter hors de danger. Donc le Skaven va vous suivre, et là vous pouvez aller à fond les ballons pour essayer de le tuer. Tout ce qu'il va essayer de faire, c'est vous esquiver ou vous neutraliser, mais il va pas perdre de temps pour essayer de vous tuer. Et mes joueurs, ça a été absolument rocambolesque. Ils ont caché la vieille dans un placard, ils se sont mis dans le lit. T'en as un qui s'est mis sur le lit à baldaquin avec un fusil. Ils sont arrivés, ils ont réussi à l'entourer dans une couverture, et donc vous aviez cette scène absolument délirante du nain qui portait sur ses épaules la professeure, qui courait à travers les escaliers de l'immeuble, qui était poursuivi par un Skaven qui était à moitié enroulé dans des tentures, et qui se faisait tirer dessus par tout le monde pour essayer de le tuer. Ça a duré 15 rounds, enfin c'était un truc de malade mental, et même quand il les a un peu touchés, il lui a fait, pas pour les tuer, mais juste pour qu'ils dégagent, et ils ont pris cher. Enfin, il fait vraiment très très mal, il a des stats de porc, donc c'est un challenge qui est très marrant, pas forcément en tant que combat, mais en tant de comment est-ce que vos joueurs peuvent être assez créatifs dans du combat, justement, pour contrer un maître assassin du clan Ishin. Et enfin, on arrive donc c'est vous qui choisissez la date de la rencontre avec le graphe. Vous avez un débrief avec le graphe, avec, comme avocat du diable, Prungvold, donc le chevalier éternel, qui va remettre en cause toutes les questions que vous dites, tous les trucs, selon votre performance, selon les témoins que vous avez, donc par exemple Bors, la professeure, vous gagnez plus ou moins de points. Ces points vous permettent d'avoir des bonus et surtout de gagner beaucoup d'argent et de soutien. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment les meilleurs des meilleurs, vous avez le soutien du graphe, de Bors et de Katarina, et ça vous donne plein d'argent que vous pouvez dépenser comme vous voulez en ressources. Encore une fois, je suis pas super sûr de l'intérêt, parce que arrivé au 4e chapitre, je pense que niveau pognon, vous n'êtes pas trop mal. Avoir 250 couronnes de plus pour acheter de l'équipement, bon, peut-être acheter des chevals ou des carrioles, mais je vois pas fondamentalement le problème. Et même si vous loupez complètement, Katarina vous donne 50 couronnes d'or pour acheter des soins ou du médical, c'est pas trop mal, quoi. Et le chapitre c'est fini, où Katarina vous dit, de toute façon, on pense qu'il faut que vous alliez au Fort des Reins, on sait pas ce qui va se produire, mais vous pouvez pas encore y aller parce que la famille qui vit là-bas, la famille noble, déteste les Todbringer. Et donc, le temps qu'on négocie votre laissez-passer, on a des enquêtes pour vous encore. Enfin, c'est Schutzmann qui revient et qui dit on a des enquêtes pour vous. Et ces enquêtes, donc on va revenir très vite, c'est 3 histoires, mais dans le Middenland, donc on sort de Middenheim. On a un petit chapitre sur les Encounters, donc je vais pas passer dessus, c'est des petits trucs que vous voulez rajouter. Si vous voulez voir des petites rencontres hors de Middenheim, moi je trouve que ça commence à faire beaucoup, personnellement, mais c'est vous qui choisissez. La première petite histoire, c'est la fin noire, donc en gros c'est des Skaven du clan Mange qui ont été coincés par les Skaven locaux, disons, dans le cellier d'un bâtiment, et vu qu'ils sont très très fins, ils commencent à s'entretuer. Oui, c'est un peu dégueulasse. Et si vous y allez, c'est juste, ça vous permet d'avoir des éléments supplémentaires sur les relations de pouvoir politique entre les Skaven, savoir que qui est Malice Ransack, que c'est le maître du clan Mange, et que le clan Mange compte aller au Fort des Reins pour se battre. Donc c'est pas hyper intéressant, c'est pas le meilleur. Celui-là j'aime beaucoup par contre, c'est le village volé. En gros, c'est un village où les Skaven sont arrivés par la mine en tirant au canon avec un canon à la Malpierre. Ils sont arrivés au milieu de la nuit, ils ont kidnappé tous les humains, ils les ont énuclés, donc ils leur ont arraché leurs yeux dans une grange, c'est un truc absolument dégueulasse, et après ils les ont pris avec eux pour les mener dans les tunnels pour s'en servir comme esclaves à Karakskig. Et c'est vraiment une super ambiance que vous arrivez, il n'y a personne, il y a plein d'indices qui laissent à penser qu'il s'est passé un truc atroce, et bien sûr ça renvoie à la version locale du joueur de flûte d'Amelin, parce que il y a une espèce de comptine qui dit qu'il y a des gens qui ont suivi une musique et qui ont tous disparu. Donc ça c'est très très chouette, et à la fin, potentiellement la mine explose, parce que comme je disais, les Skaven ils cachent leurs preuves, donc quand vous arrivez, ils sont sur le point de faire péter tout, donc c'est à vous de voir si vous y arrivez.
Et sur les barils de poudre, vous voyez le logo des Carlsberg, qui sont la famille antagoniste d'Oathbringer. Ce qui vous pose plus de questions sur les gens qui sont au Fort d'Airain. Enfin, qui protègent le Fort d'Airain, disons. Ensuite, on a un troisième scénario qui est un peu particulier. Donc, pour tester le canon, les ingénieurs Skaven ont tiré un peu partout dans les montagnes du milieu, et ils ont touché, avec de la Warpstone, un griffon. Le griffon est malade, il est tombé près d'un village. Et c'est à vous de déterminer qu'est-ce que la bête, est-ce qu'on l'affronte ou pas. Mes joueurs, ils ont essayé, mais en fait, ils n'ont pas réussi. Le griffon était trop costaud, ils se sont barrés. Et c'est un des gros regrets qu'ils avaient dans le scénario, c'est de ne pas avoir réussi à le tuer. Sachant ils ont vu, il y a des Skaven aussi de l'autre côté de la vallée où le griffon dort, qui eux sont en train de prendre des mesures et tout pour savoir s'ils ont bien tiré. Donc c'est encore une fois, ces 3 scénarios qui sont là pour vous aider à comprendre ce qui se passe et préparer le final. Je passe sur le chapitre suivant, c'est la route en fait que vous devez emprunter pour aller au Fort d'Airain, enfin pour aller jusqu'au Piquet, qui est la forteresse en fait en bas du Fort d'Airain. Il y a des événements si vous voulez, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, vous pouvez mobiliser le croc jaune si vous voulez pour mettre des bâtons dans les roues. Et enfin, on arrive au Piquet. Donc le Piquet, c'est ça, c'est un campement militaire qui a été établi en bas du Fort d'Airain par les Carlsberg, avec un soutien financier un petit peu quand même du Middenland et du Middenheim, mais les Carlsberg se sentent un petit peu le dindon de la farce, parce qu'on les force depuis 1000 ans, enfin depuis, je sais pas, 100 ans, à gérer un mur. Parce que le Fort d'Airain, donc c'est une ancienne demeure d'un nécromancien, qui a été après repris par les Sigmarites, avant d'être repris à nouveau par des Nurglites. Donc il y a des champions du chaos qui sont dedans. Et quand vous arrivez, tout le monde tire la gueule. Les gens tirent la gueule parce qu'en fait, il y a un officier qui est un membre du Croc Jaune qui a dit que des horreurs sur vous. Et donc vous devez arriver, montrer patte blanche aux gens du Piquet pour qu'ils vous filent des informations. Et le lendemain de votre arrivée, il y a donc le mec essaie de vous tuer, hein, enfin il fait péter des barils de poudre, c'est un peu la totale. Et après ça, il y a un événement, c'est qu'on vous dit alerte, alerte, les Skaven arrivent. Et en fait, il y a des Skaven, enfin les cloches. Les cloches du fort, il y a des grandes cloches qui résonnent, c'est des cloches Skaven, et en fait, il y a des centaines et des centaines de Skaven du clan de Manche qui vont attaquer le Fort d'Airain. Et donc, on vous dit, puisque vous n'avez rien à faire, vous allez partir en éclaireur pour voir ce qui se passe sur cette colline. Donc, vous devez vous infiltrer, pas rentrer dans le Fort d'Airain, évidemment, mais vous infiltrer pour rentrer jusque dans le bâtiment pour, voir ce qui se passe, quoi. Donc, c'est les PNJ, ça c'est Emeline, c'est la chef, c'est Lynn Kersberg, donc c'est la chef du Piquet. Ça, c'est la prêtresse de Myrmidia, qui est son assistante et son amante. Ça, c'est un nain qui aime bien tout faire péter. Le contremaître, enfin le quartier maître qui est corrompu, en fait, c'est lui qui vendait les tonneaux au mec du Croc Jaune, sans le savoir. Ça, c'est un mec en échange militaire depuis, c'est un cavalier ongol, donc c'est un Kislevic qui est en échange militaire avec les forces de Middenheim. Et lui, c'est le traître, donc c'est le mec du Croc Jaune. Et donc ouais, vous y allez, ce qui se passe c'est qu'il y a, donc comme je disais, le clan Mange attaque, donc tu as des Skaven qui commencent à foncer sur le Fort d'Airain, les portes s'ouvrent, les gros champions de Nurgle arrivent et leur foutent 3 baffes, et très vite c'est la débandade, donc vous êtes pris, enfin pas pris au piège, mais vous devez courir très très vite, pour pas vous faire rattraper par les Skaven qui sont en train eux-mêmes de se barrer et de fuir des champions de Nurgle. C'est assez rigolo. Par contre, moi ce qui m'embête beaucoup en fait dans ce chapitre, c'est que vous revenez enfin au Piquet, et tout ce que vous avez fait, vous avez l'impression que ça sert à rien, parce qu'il y a un éclaireur qui arrive et qui vous dit ah ouais mais moi j'ai vu quand les Skaven ont attaqué, j'ai vu un coup de canon qui est parti, le coup de canon il vient de je sais pas 200 km au nord dans les montagnes, et en gros vous avez pas besoin d'y aller quoi, c'est juste l'éclaireur vous dit Caraxkick c'est là quoi, et je trouve ça un peu triste, un peu dommage, je sais pas, moi c'est un peu dommage. Parce que oui, effectivement, avec le canon, ils ont tiré sur le Fort d'Airain, mais c'était pas assez pour le casser, quoi. C'était juste pour manipuler les mecs du clan Manche. Petit truc final que j'aimais bien, que je trouvais assez rigolo, c'est à la fin, il y a un champion de Nurgle qui arrive et qui fait attraper, et il jette une tête de Skaven décapitée avec la rune de Nurgle dessus. Et bon, si vous la touchez, forcément, vous chopez des maladies. Mais c'était marrant, petit truc sympa. Chapitre succinct, forcément, de voyage. Vous devez traverser les montagnes du milieu pour arriver jusqu'à Caraxkick. Donc on vous donne, si vous avez bien géré au niveau du Piquet, vous avez des conseils des PNJ, différents PNJ, notamment comment gérer des trolls, comment gérer le froid, et patati patachmol. Je vais passer, c'est pas très important, il y a des gobelins aussi dessus, le fameux troll. Et enfin, Caraxkick, qui est peut-être la partie, le haut fait d'armes, le climax, si on peut dire, de cette partie. Donc à savoir, ça, vous voulez pas que ça arrive. Ça, c'est grosso modo Morskip qui est défoncé par le Moonbreaker, donc le canon de Malice Ransack. Et non, vous voulez pas que ça arrive, vraiment, clairement, c'est pas une bonne idée. Selon le score de preuve que vous avez réussi à accumuler, si vous avez bien fait votre boulot, vous avez des bonus et vous passez inaperçu. Si vous avez mal fait votre boulot, tous les mecs du Croc Jaune savent qui vous êtes, sont en alerte, et en plus ils ont plus d'armure. Donc c'est pas génial. Alors voilà,
Ça, c'est la carte de Karakski. Comme vous voyez, il y a un paquet d'étages avec des égouts, des cellules, une fournaise, des laboratoires et au final, tout en haut, le canon avec Maïs Ransa qui attend, en fait, qui est en train de sonner, qui fait sonner des cloches. Et vous avez 11 coups de cloche avant qu'il tire le canon. Donc après, c'est vous qui gérez le timing, mais ça peut être assez sympa pour créer un peu de stress. Donc forcément, la première question que vous allez me poser, c'est bien gentil tout ça, mais si tu me dis qu'il y a une forteresse avec plein de Skaven, plein de mecs du Croc Jaune, plein d'esclaves, comment est-ce que nous on rentre? En fait, vous avez 4 possibilités. Soit vous passez par les sorties d'eau, donc les égouts, grosso modo, qui se déversent là, donc c'est pas très propre, mais au moins vous pouvez rentrer facilement. Soit vous faites passer pour des membres du Croc Jaune, simplement, c'est-à-dire que normalement avec le culot, si vous courbez les chines quand vous voyez un Skaven, il en a rien à foutre en fait, il pensera que vous êtes un mec du Croc Jaune parce que vous n'êtes pas un esclave. Vous faites passer pour un esclave, ça marche aussi, Et la 4e possibilité, c'est de passer par un système de poulies, c'est-à-dire qu'à l'extérieur du Karakskig, il y a un système de poulies pour monter au niveau des étages, et ça vous permet tout de suite de monter très très haut si vous le souhaitez. Donc voilà, ils sont pas trop chiants pour ça, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est très modulaire, il y a beaucoup de possibilités de rentrer. Et je vous passe un peu les détails, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a donc si vous passez par l'entrée, il y a une sorte de garde Shurm qui vérifie que vous êtes bien esclave. Il y a un warlord du clan Manche qui a été fait prisonnier, que vous pouvez délivrer pour aider. Il y a une esclave naine qui peut être utilisée pour fomenter une révolte parmi les esclaves. Il y a des planques d'armes de l'ancienne Karakski qui sont présentes, qui vous permettent de récupérer du matos, de trouver des passages secrets. C'est bien foutu, parce que tout est greffé forcément sur l'ancien Karak. Donc vous avez les strates et les pièces sont à l'origine des éléments nains que vous pouvez utiliser si par exemple vous avez un nain dans votre groupe, c'est assez utile. Et voilà, en gros, donc vous allez me dire, ouais, mais comment on arrête tout ce bordel? C'est assez simple, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous tuez Maïs Ransak, soit, ce qui peut être assez costaud, soit vous sabotez, vous avez un ingénieur par exemple, et vous décidez de saboter le canon, c'est-à-dire que vous retirez par exemple les bidons d'essence de Malpierre, ça marchera pas, ou vous fomentez une révolte des esclaves. Et là, en fait, ça vous permettra d'éviter d'avoir tous les... Enfin, ils pourront plus activer le canon, simplement. Il y a d'autres possibilités, bien évidemment. Moi, j'ai un de mes joueurs qui a eu un truc très malin, il m'a dit, je sais qu'il y a une chaîne. Quand la chaîne est... Donc, il y a une chaîne qui relie Maïs Ransak à un esclave, qui est un ogre rat aveugle. Je sais que quand Maïs Ransak tire sur la chaîne, l'ogre rat secoue la cloche. Et s'il secoue la cloche 11 fois, il tire au canon. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais casser la cloche. En fait, il a cassé la chaîne, juste avant le 11e coup. Ce qui fait qu'en fait, Maïs Ransak a tapé sur le truc, l'ogre a rien entendu, parce que la chaîne n'a pas bougé, et donc en fait, ils ont loupé le timing. Donc c'est pas mal, c'est des trucs on peut être assez imaginatif, en fait, sur beaucoup de choses. Bref, donc voilà, et sinon, dernier point qui est assez rigolo, il y a je vous parlais de Jaina Eberhauer, qui était l'assistante du grand magicien de Middenheim, qui est une magicienne bleue, donc azur, donc célestial, et qui peut savoir exactement, qui a été kidnappé par les Skaven, parce qu'il voulait savoir exactement, avec un magicien, comment bougeaient les astres, et donc Morse Libre. Donc je vous conseille fortement de la sauver, ça peut être très utile. Et on arrive à Maïs Ransak, donc évidemment, avec ses stats, tout ce que vous pouvez imaginer. Il me semble, je suis pas sûr, mais qu'il avait une figurine dans les années 80, qui avait été créée basée sur lui, avant qu'il devienne un personnage de jeu de rôle. C'est un petit truc un peu rigolo. Et ce qui est vraiment bien, c'est que même si, allez, on imagine, vous vous faites griller, vous allez être capturé, vous allez être amené devant Maïs Ransak, et comme dans un James Bond, il va se moquer de vous, il va partir dans une espèce de délire, il a des dialogues absolument délirants, où il dit « je suis plus intelligent, je suis trop fort », et il va pour vous tuer, il va faire comme dans James Bond, il va demander à ses larbins de vous jeter dans une fosse, dans un puits en fait de Malpierre. Donc si vous avez pas mal d'opportunités pour vous barrer, mais à la fin, le plus drôle, c'est on vous dit carrément, vous pouvez vous battre avec les Skaven ou les humains, les jeter dans le truc et vous barrer en courant comme dans un James Bond, quoi. Donc c'est très très cool, il y a vraiment pas mal de bonnes idées. C'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très intelligent comment c'est fait, toutes les ouvertures, toutes les possibilités, ça montre en fait, si vous voulez, que Cubicle 7, même si c'est plus facile de récupérer du vieux matos et de le réadapter en 4ème édition, ils ont les capacités, ils ont la force et à mon avis, toutes les possibilités du monde de faire de l'original. Et c'est pour ça que je suis très très attentif à tout élément qui pourront nous sortir pour une nouvelle campagne, parce que ils savent clairement ce qu'ils font. On vous dit ce qui se passe si vous réussissez, si vous loupez. Je vous conseille de réussir, bien évidemment. Et ça se finit forcément, le canon explose, Karakskig explose, je parle pas des esclaves, c'est même pas la peine, et il y a un ballon nain qui arrive dans le ciel, avec à son bord Ulrich réincarné, si on peut dire, avec
le baron, le bâtard, donc baron Heinrich Thundringer, qui vous emmène et qui vous dit c'est le bordel, tout est en flammes, l'Empire est en ruine, wink wink nudge nudge, et vous êtes parti à Middenheim, et l'histoire s'arrête comme ça. Donc, et pour finir, au niveau des annexes, donc vous avez un peu tous les liens de contact sur le Croc jaune, les Scaven, les plans qui sont toujours bien foutus, il y a beaucoup de cartes encore une fois. Et c'est tout, donc voilà, mon constat. Donc c'est encore une fois, j'aime bien avoir des opinions un peu plus timorées, disons, mais c'est vraiment un bouquin qui, moi, m'a enchanté. Bon, la campagne impériale est très très bien, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est la meilleure partie. C'est très original, c'est très marrant, les Scavens sont bien utilisés, l'Ordo Magica, les reliquats de la main pourpre sont à point, puisque ça va être en lien, ça vous permet de comprendre mieux comment marcher la main pourpre, et ça sera utile pour le dernier chapitre. Il y a des liens très forts avec le Poids le trône, il y a des liens plutôt succincts avec Mort sur le Reich, et j'aime beaucoup le fait qu'enfin, on a le fin mot de l'histoire avec les foutus Skaven qui arrivent à la fin du château Wittgenstein et qui volent la Malpierre. J'ai toujours trouvé que c'était un truc qui était furibard, qui faisait rager les joueurs en fait, parce qu'à la fin ils trouvaient la Malpierre, et de toute façon ils se la font piquer par les Skaven. Et t'es là genre bah c'est tout. J'étais un peu choqué. Donc non, super bouquin, très très bien. Je n'ai qu'une note pour vous, c'est que vous le récupérez en français parce que c'est vraiment un super travail pour moi. Même Gideon qui aime bien râler, c'est un mec qui a un gros blog en anglais, qui est qui a un grognard et qui a un peu défoncé d'ailleurs le dernier bouquin, qui est moins bien, Empire in Ruins, mais il a beaucoup aimé celui-là et c'est vraiment un super boulot. Je pense que c'est quasiment le meilleur boulot créatif, original, avec la boîte d'initiation qui est fait que Michael Seven jusqu'ici sur Warhammer. Et voilà, j'essaierai de faire le compagnon aussi si j'ai un peu le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, dès que ça sort, n'hésitez pas à l'acheter. Surtout si vous faites jouer la campagne impériale, ce serait un peu bête de passer à côté. Allez, salut!